Bonsoir à tous. Donc deuxième forum de l'année. Pourquoi deuxième? Parce que je crois qu'on en avait fait un toute fin décembre, ou enfin je sais pas. Mais en tout cas, bon, il y en a un qui a, non, puisqu'on est en mars. Non, on en a fait un en février et donc deuxième forum de l'année. Le prochain sera consacré, Morgane au secours. J'ai un doute. Un point Avec juridique LPA. organisé avec LPA. Voilà, au point traditionnel annuel avec le cabinet LPA. Et aujourd'hui, nous prenons un sujet un peu pointu, mais si vous êtes un jour posé les mêmes questions que moi, bah, ça va vous intéresser. C'est comprendre un peu comment les sociétés de logement social construisent leur business plan. Pourquoi j'ai pensé que ça pouvait nous intéresser? Parce que bon, mon expérience, c'est que quand on a un terrain à vendre, un foncier à vendre, on arrive assez facilement à faire un bilan promoteur sur du bureau, sur du logement privé. C'est toujours un peu plus compliqué dès qu'il y a du social. Et du social, il y en a de plus en plus souvent. Donc, je trouvais que c'était intéressant. En général, c'est le promoteur d'ailleurs qui traite en direct avec le bailleur social. Mais je trouvais que c'était intéressant. Les bailleurs sociaux deviennent de plus en plus promoteurs. Et donc, c'était intéressant de voir comment les bailleurs sociaux travaillaient, raisonnaient et montaient ces opérations. Voilà, d'où la présence aujourd'hui avec nous de Maxence Le Tullier, qui s'occupe des consultations chez Séquence, et Kevin Marouzak, désolé, qui vont nous parler, bonjour Jean-Noël, qui vont nous expliquer comment ils construisent les consultations et leurs opérations. Donc, les règles, comme d'habitude, hein, c'est très libre en termes de participation. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Vous levez votre petite main si vos questions sont posées pendant l'exposé de Kevin et Maxence. Et on trouvera bien entendu le moment qu'il faut pour vous faire intervenir. C'est bien l'objectif de ces forums. Donc, on se donne 1h30. Alors, 1h30, c'est un max. Hein, si on termine avant, pour aborder ce sujet. Et donc, je passe la parole à Maxence. Merci Anne-Christine. Bonjour à tous. Donc Maxence Le Tullier, je suis responsable développement effectivement chez Séquence, qui est un bailleur social du groupe Action Logement depuis 2020. Donc ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant que je travaille là-bas et je suis notamment en charge des consultations. Donc toutes les consultations qui sont ouvertes par des collectivités locales, mais aussi des entreprises privées et qui visent à maîtriser du foncier pour construire du logement social. Et donc, j'ai été sollicité effectivement par Anne-Christine il y a quelques mois pour vous présenter le montage des opérations spécifiques bailleurs. Donc voilà, c'est une présentation que je vais vous faire, toute petite présentation sur le logement social rapidement pour vous montrer un petit peu tous les produits qui nous concernent. Rapidement aussi un petit brief sur Séquence, l'entreprise dans laquelle je travaille. Et ensuite, je vous exposerai un petit peu les spécificités techniques qui nous servent à monter des bilans, comment les équilibrer, comment est-ce qu'on s'y retrouve, quelles sont nos différences par rapport à un promoteur privé. Et ensuite, je transférerai la parole à Kevin Maruzac de la foncière de transformation immobilière qui vous présentera aussi sa structure et son poste. Voilà. Donc, si vous me permettez, je vais commencer. Alors, je vais peut-être mettre en affichage plein écran. Voilà. Alors, donc, Séquence est issu, donc c'est un bailleur qui est très récent, puisque c'est issu d'une fusion de 6 ESH, entreprises sociales de l'habitat, qui est issue donc de la fusion, donc 6 ESH, suite à la loi Elan. Donc, les bailleurs ont été cordialement invités à se rassembler. Et c'est comme ça qu'en Ile-de-France, donc un acteur
majeur à émerger. Et voilà, c'est Séquence qui est aujourd'hui un des troisième, je crois, plus gros bailleurs en Île-de-France. Et au sein de notre structure, donc, on a la structure donc, Séquence principale qui s'occupe du logement locatif familial. Et ensuite, on a aussi deux filiales. Une filiale qui est Séquence Solidarité, qui couvre tous les habitats spécifiques, que ce soit de l'hébergement d'urgence, l'accueil des étudiants, des personnes âgées, des jeunes travailleurs, des jeunes actifs, etc. Et ensuite, une deuxième filiale, Séquence Accession, qui est une coopérative d'accession sociale à la propriété, qui gère tout aussi bien les ventes de logements sociaux aux locataires que de projets d'accession sociale neufs. Donc très rapidement, donc, Séquence, donc c'est 100 000, un peu plus de 100 000 logements. Avec donc voilà, les chiffres sont un peu anciens. Là, je vois que ça date de 2018, mais il y a autour d'à peu près entre 5 et 6 000 attributions par an. En termes de développement, c'est à peu près 3 500 agréments par an qui sont déposés. Donc c'est un rythme de croissance qui est assez élevé. Et par ailleurs, voilà, on est présent sur plus de 300 communes uniquement en Île-de-France. Et peut-être une précision aussi, le groupe Action Logement, c'est le ex 1% patronal, donc, voilà, qui vise à récolter donc 1% de la masse salariale des entreprises françaises de plus de 25 salariés, je crois, pour financer le logement social. Enfin, maintenant, c'est plus 1%, c'est 0,45%, mais ça représente quand même des montants qui sont assez considérables. Et ensuite, ces fonds sont transférés donc, à toutes les filiales du groupe Action Logement, dont Séquence, pour financer soit en prêt aidé, soit en subvention directe des projets de logements sociaux. Donc là, j'ai les chiffres du développement, c'est 2019, mais 2020 a été un peu chahuté, un petit peu comme pour tout le monde, je pense. Donc là, j'ai gardé les chiffres de 2019. Donc voilà, là, en 2019, les chiffres étaient meilleurs que ceux que j'avais en tête. Voilà, c'est 4 500 agréments déposés. Des promesses de vente un petit peu moins nombreuses aussi. Et la plupart de notre développement se fait en logement locatif social, LLS, et 20% en LLI, c'est du logement locatif intermédiaire, qui ne rentre pas chez nous dans la catégorie sociale. Et fait assez important, on en discutera par la suite, on développe à l'heure actuelle à peu près un quart de notre développement en maîtrise d'ouvrage direct. Et les 75% restants, c'est de la VFA, ce sont des projets qu'on achète auprès de promoteurs. Et effectivement, donc la répartition est assez. Tout ça, c'est réparti sur à peu près tous les départements, de manière à peu près uniforme sur tous les départements d'Île-de-France. Donc oui, on travaille uniquement en Île-de-France. Et concernant les bailleurs des autres, le groupe Action Logement a aussi des filiales identiques à la nôtre qui sont spécialisées dans d'autres régions de France. Donc le but de Séquence à l'heure actuelle en termes de développement, c'est de se concentrer plus sur la maîtrise d'ouvrage pour avoir une meilleure maîtrise de la création de logements sociaux, d'être moins dépendant des cahiers des charges des promoteurs, mais être plutôt s'inscrire comme partenaire dès l'amont de la construction pour pouvoir voilà, une meilleure main sur in fine, la qualité des logements qui est créée, avec un objectif qui reste toujours assez élevé, de 4 000 logements en développement par an. Et oui, donc le but aussi, c'est de faire connaître un petit peu Séquence. Je ne sais pas si vous connaissez au moins de nom cette entreprise, mais c'est vrai qu'on a une direction générale qui est toute nouvelle, puisqu'on a un nouveau directeur général qui a pris ses fonctions ce matin, et qui était auparavant directeur général de Paris Habitat. Juste un point sur cette page. Oui. Vous dites, pour signer l'équivalent de 2150 logements sociaux en promesse, il faut étudier l'équivalent en terrain de 15 000. C'est en fait le taux d'échec. C'est ça. Parce que vous ne remportez pas l'appel d'offres sur un terrain ou comment? C'est quoi la perte au feu? C'est ça, c'est la concurrence acharnée sur tous les terrains en Île-de-France. Sur les fonciers, d'accord. C'est ça, voilà. Et après, il y a aussi Et c'est même la concurrence en termes de bailleur social, si je comprends bien, parce que normalement, le terrain, il vient avec ses logements sociaux. Donc,
in fine, les logements sociaux, ils sont là. Mais entre bailleurs sociaux, vous pouvez avoir une concurrence qui Tout à se fait. met en place, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. On peut aussi avoir une concurrence avec des promoteurs privés, puisque les promoteurs privés cherchent aussi à avoir la maîtrise d'ouvrage des logements sociaux, puis ensuite ça. à revendre en VFA, en bloc, à des bailleurs. Ok. Sachant que tous nos concurrents, tous nos confrères bailleurs n'ont pas forcément les mêmes objectifs en termes de développement en maîtrise d'ouvrage direct. Et par conséquent, les promoteurs savent qu'ils auront toujours des débouchés pour leurs logements sociaux. D'accord. Donc tous les produits, je vais y revenir un petit peu, de manière un petit peu plus précise. Peut-être qu'on peut commencer plutôt par, voilà, par ça. Donc grosso modo, il y a 4 types de logements sociaux. Le premier, c'est le PLAI, prêt locatif aidé d'intégration. Donc ça, c'est ce qu'on considère comme du très social. Ça, c'est des plafonds, il faut des plafonds de ressources qui sont vraiment très très bas, donc autour de à peine 1 000 € par mois. Ça, c'est vraiment pour des populations qui rencontrent des problèmes sociaux et économiques assez importants. Ensuite, le logement locatif social classique, si je puis m'exprimer ainsi, c'est le plus prêt locatif à usage social. Donc ça, c'est le prêt locatif tel qu'il a été imaginé initialement pour financer le logement social. Voilà. Ça, c'est le plus, c'est le social classique. Ensuite, on a le PLS, qui est le prêt locatif social. Alors ça, il faut avoir des conditions de ressources qui sont un petit peu plus élevées. Donc voilà, ça, c'est du un peu moins social. Et ensuite, on a le PLI, le prêt locatif intermédiaire. Et ça, pour le coup, ça sort des contingents de logements sociaux comptabilisés au titre de la loi SRU. Donc nous, on met un petit peu dans une catégorie à part. Mais là, ils sont présents sur cette slide à titre d'information. Mais voilà, grosso modo, ce sont les quatre types de logements sociaux. En termes de Peut-être préciser, Maxence, que le PLI, c'est les 15% en fait en dessous du prix de marché d'un loyer classique que vous trouveriez dans le marché privé. Oui, tout à fait. Une indication. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. Le PLS, on est plutôt autour de 30-35%. Plus, ça peut descendre encore en dessous, au moins 50%. Et le PLAI, là, c'est vraiment des taux des prix qui peuvent être très très bas, à peu près à 6,50 € du mètre carré. Et justement, les loyers sont définis par un zonage qui est très précis et que vous pouvez apercevoir ci-dessus. Donc là, on a Paris et les communes limitrophes qui sont en vert, donc c'est le zonage ABIS, et donc c'est là où les loyers sont les plus chers, entre guillemets. Ensuite, on a la zone A qui prend un peu plus, qui suit un petit peu les contours des différents transports en commun. On peut apercevoir donc on peut voir la ligne A, la B. Enfin, c'est les communes qui sont un peu proches et accessibles de Paris. Après la zone B1, puis après B2 pour les communes qui sont plus presque rurales. Donc, la loi SRU, donc c'est une loi qui a été créée en 2000, qui a été ensuite révisée et qui oblige toutes les communes de plus de 3500 habitants de prévoir dans la ville 25% de logements sociaux. Donc, les formats plus, PLAI et PLS en termes de résidence principale. Donc il y a des villes qui les atteignaient déjà avant, des villes telles que Vitry-sur-Seine, par exemple, ils sont déjà à 50 ou 60% de logements sociaux. Et il y a d'autres villes qui ont des taux de logements sociaux qui sont encore très très bas, par exemple Paris. Et voilà, donc c'est des villes, le plafond, le plancher plutôt, est le même pour toutes les villes, mais les situations sont très disparates. Et du coup, pour atteindre ces seuils fixés par la loi, les préfectures imposent à chaque commune des engagements triennaux qui visent à leur permettre d'atteindre ces 25%. Et du coup, les communes, lorsqu'elles n'atteignent pas les 25%, qu'elles ne respectent pas leur objectif triennal, c'est là que peut s'appliquer des subventions, des pénalités, pardon. Oui. Oui. Sinon, ce serait pas cohérent. Elles peuvent s'exonérer, pardon, attendez, on n'a pas eu le temps de voir, les communes peuvent s'exonérer de leur pénalité. C'est ça. En Donc, en fait, les communes qui respect. restent en dessous de 25%, mais qui ont effectué un début de rattrapage, Oui, ne sont pas pénalisées. d'accord. Par exemple, C'est la dynamique qui est jugée, en quelque ça, sorte. exactement, c'est ça.
Et souvent, les communes qui vont apporter une aide au logement social, notamment par le biais de subventions, en fait, sont souvent déductibles des annuités qui sont prélevées directement par la préfecture. Si une commune vient pour développer un projet de logement social en abondement de subventions, ce montant-là sera déduit en fait de leur amende liée à la SRU. D'accord. Voilà, donc au final, il y a pas mal de. C'est vraiment fait pour guider au mieux les communes vers l'atteinte de cette cible de 25%. D'accord. Mais il y a quand même quelques communes, je crois à peu près 200 en France, qui ont été pénalisées l'année dernière pour non-respect de la loi SRU et de leur objectif triennal. En fait, pour être un peu précis sur les sujets, c'est qu'en fait, on appelle ça des communes carencées, vous avez déjà dû entendre parler. C'est que pour arriver à leur taux de 25%, les communes ont un trend à fournir par période triennale, donc par période de 3 ans, où ils ont un niveau de production à avoir, tant sur le logement libre que sur le logement social. Et en fait, ce trend est jugé donc à l'issue des 3 ans, et en fait, sont instituées des pénalités supplémentaires si vous ne respectez pas ce trend d'évolution. Et c'est pour ça que vous allez souvent entendre des communes qui restent déficitaires, donc en dessous des 25% de logements sociaux, mais qui peuvent continuer à ne pas être surpénalisées parce qu'elles continuent à produire régulièrement du logement social, et des communes qui, au contraire, ne vont pas du tout jouer le jeu, ce qui peut arriver soit par contrainte territoriale, soit par volonté politique. Ça se fait souvent en fonction de la collectivité, c'est souvent plutôt par des contraintes plutôt que de la volonté politique. Et en fait, elles sont surpénalisées, donc on appelle ça de la carence. Et donc là, ça peut être aussi des moyens un peu plus coercitifs pour l'État de prendre la main sur l'instruction des permis de construire, sur la volonté de prendre la main sur l'urbanisme, sur le développement des permis, etc. Il y a tout un arsenal avec une multiplication aussi des indemnités, notamment de 1 à 5, par exemple, à discrétion du préfet de département qui peuvent être mises en œuvre. C'est ça. Et les contraintes territoriales dont parle Kevin, c'est le fait que notamment les villes où il y a déjà où il n'y a plus de place disponible en fait. Je pense notamment à Vincennes par exemple, qui est une ville qui est déjà très très construite et où il n'y a plus beaucoup en fait de possibilités de construire des nouveaux logements, donc les différents types de logements sociaux, j'en ai déjà parlé. La loi Elan qui vous a impacté, je crois aussi dans votre activité. Elle a aussi énormément bouleversé les bailleurs sociaux. Elle a même institué, on va dire, la création de séquences, puisque la loi Elan a obligé les bailleurs sociaux à se regrouper pour atteindre un minimum de 12 000 logements en patrimoine, si je ne me trompe pas, et un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. Et ensuite, elle a aussi institué la vente de logements sociaux comme une obligation annuelle, c'est-à-dire que Séquence est obligé de vendre chaque année, de mettre en vente chaque année une partie de son patrimoine au profit des locataires pour favoriser l'accession à la propriété et donc aider servir ce pourquoi le logement social a été créé, c'est-à-dire de servir de logement temporaire pour in fine accéder à la propriété. Si on part ensuite sur du coup, les rouages du montage d'une opération locative, alors, quelles sont les différentes étapes? La première, c'est la réalisation d'une étude de capacité pour déterminer le nombre de logements qui est réalisable, le nombre de logements sociaux évidemment, le nombre de stationnements, puisque le stationnement c'est un, un sujet qui paraît minime mais qui a en fait beaucoup d'importance et qui est très structurant dans les projets. Ensuite, On fait encore des stationnements non sous-sol, je veux dire, des stationnements extérieurs, beaucoup, pour arriver à des opérations à peu près équilibrées, non? Pour éviter de déséquilibrer les opérations avec des stationnements en EFRA plutôt. ça dépend des possibilités, mais dans les zones, oui, c'est possible dans les zones qui sont pas trop tendues, mais dans les zones tendues, on est obligé de tout regrouper et de faire des infrastructures. Ça dépend vraiment des possibilités, des terrains. Et après, on a aussi des volontés politiques qui ne sont pas forcément favorables à des parkings extérieurs. Ensuite, une fois qu'on a une capacité en termes de volume pour absorber, pour créer des logements, on établit une programmation en fonction du taux de logements sociaux sur la ville. Donc, est-ce que la ville est déficitaire? Est-ce que la ville est carencée? Et ensuite, quels sont les types de logements sociaux? Quelles sont les familles de logements sociaux qu'on va pouvoir mettre, sachant que les loyers sont très très différents en fonction des typologies.
l'écart de prix entre le PLAI et le LLI, il va du simple au double, voire même plus. Ce qui veut dire qu'en fonction des typologies de logement social qu'on va intégrer dans les bilans, l'équilibre financier va être complètement différent. Pour autant, la particularité des bilans de logement social, contrairement à un promoteur, c'est que nous, on n'a pas de main sur le loyer. C'est-à-dire que la préfecture instaure des niveaux de loyer, de plafond, qu'on n'a pas le droit de dépasser. Du coup, les seuls leviers qu'on a concernant les recettes dans nos bilans, c'est sur les différentes typologies de programmation de logement social. Mais ça, elles sont aussi très souvent dirigées par les volontés politiques. Donc ça, on n'a pas forcément de levier là-dessus. Du coup, ce qui nous reste, c'est de pouvoir gérer les dépenses et en l'occurrence le prix de revient de l'opération. C'est pour ça que on a un énorme travail de chiffrage qui nous permet d'obtenir un prix de revient adéquat qui permet d'équilibrer les bilans. Sachant que de manière générale, donc évidemment, je ne veux pas non plus faire c'est pas forcément toujours vrai, mais le cahier des charges des bailleurs sociaux est très complet, et parfois plus complet que ceux des promoteurs privés, puisque contrairement à un promoteur qui va vendre un logement et ensuite s'en aller pour toujours, nous, les bailleurs sociaux, les logements, on a vocation à les garder en patrimoine. Et donc, comme on les conserve dans la durée, on a tout intérêt à avoir quelque chose de solide, de costaud, qui dure 50, 60, 70, 80 ans. C'est pour ça que le cahier des charges Donc est très- l'équilibre économique, il se trouve plus sur le foncier que sur le prix de revient des travaux. C'est ça que vous nous dites, quoi, finalement. C'est que oui, je veux dire qu'on est par rapport à des promoteurs privés, on est assez pénalisé dans les coûts de construction, parce qu'on va devoir construire plus cher pour avoir des logements qui tiennent bien la route. D'autant que nos locataires, comme ce ne sont pas leurs logements, ils ne sont pas forcément. Le soin qui sera apporté au logement varie évidemment en fonction de ça. Donc, quelles sont les différentes, si on essaie d'équilibrer, donc du coup, les recettes et les dépenses, donc dans les prix de revient, on a des charges foncières. Donc, ce poste-là, il est majeur, évidemment, surtout dans le cadre de consultations où on a en face de nous des promoteurs privés. Et bien sûr, si même qu'on est en concurrence avec des bailleurs sociaux, c'est un poste qui est toujours très sensible et qui, une fois qu'on l'intègre dans nos bilans, ça peut vraiment faire pencher le bilan dans un sens ou dans l'autre. Ensuite, sur la construction, comme je viens de l'expliquer, on a des coûts qui sont assez élevés, d'autant plus que on est aussi, en tout cas chez Séquence, c'est comme ça que ça se passe. Nous, on est soumis au marché public. Et du coup, pour toutes les dépenses qui sont supérieures à 2500 €, et c'est pas une blague, pour tout ce qui est supérieur à et toutes les dépenses qui sont supérieures à 2500 €, on est obligé de mettre en place, une concurrence pour avant puis d'attribuer un marché à une entreprise sélectionnée. Et ça fait un petit peu monter les enchères. Voilà, du coup, on est aussi pénalisé par ce mode de fonctionnement, même si c'est aussi une manière de contrôler la dépense d'argent public. Ensuite, pour les honoraires, il n'y a rien de particulier. Et révision actualisation, pareil, c'est un poste qui est assez simple. Ensuite, en ce qui concerne le plan de financement, donc on a évidemment des subventions, mais qui ont tendance à se réduire, voire à s'assécher. Sachant que les subventions, elles sont beaucoup plus élevées pour les logements très sociaux, puisque les communes savent ou la région ou Action Logement, ils savent que nos bilans sont pénalisés pour les logements très sociaux, et du coup, ils ont tendance à subventionner uniquement les logements très sociaux. Mais nous, derrière, on ne s'y retrouve pas forcément en termes de loyer, donc c'est un équilibre à trouver. Ensuite, concernant les emprunts, donc on a des emprunts qui s'étalent de 20, 30, 40 à 50, voire même jusqu'à 60 ans pour certaines particularités. Donc ces emprunts qui sont très longs et qui peuvent être soit aidés, soit pas. Et ensuite, les fonds propres, donc chaque bailleur a sa propre politique. Nous, on n'a pas des fonds propres sur toutes les opérations.
Donc voilà, il faut savoir faire avec. Quand on en a, c'est plutôt une bonne chose. Ça a tendance à alléger un petit peu les bilans, et sinon, il faut faire avec. Et ensuite, bah, là, il y a là aussi les loyers qui sont une composante assez majeure, mais qu'on peut pas, sur laquelle on n'a pas de prise. Et en gros, dans une opération, les loyers couvrent quoi? Les loyers couvrent les emprunts ou ils Oui, couvrent c'est ça. la On totalité des ressources engagées? nous demande Dans la que subvention, il n'y a pas besoin de les couvrir, mais les fonds propres, chez Séquence, on nous demande que les loyers couvrent au moins les annuités dans les premières années. d'accord. C'est-à-dire que c'est toléré que les loyers ne couvrent pas forcément les frais de gestion, par exemple, dans les premières années, bien sûr, mais on doit au moins couvrir les annuités. Et je vais vous montrer, en plus de la présentation, j'ai un bilan de logement social à vous présenter. Je vais changer de présentation enfin, je peux même le faire. Je vais peut-être finir d'abord, et après je vous montrerai un exemple de bilan de logement social pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mm. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce que j'ai détaillé dans la slide d'avant. Voilà, concernant les emprunts, donc du coup on a des prêts, donc en fonction des financements, c'est pas les mêmes taux et c'est pas non plus les mêmes durées. Voilà. Les prêts fonciers, oui, étant souvent plus longs que les prêts de construction. Et les subventions, c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend des produits, ça dépend des communes, et ça peut venir de l'État, de la région, éventuellement des départements ou des communes. Et parfois aussi de Action Logement. Et toujours, ces subventions ou ces prêts aidés sont en contrepartie de droits de réservation. Voilà. Les droits de réservation étant le fait que les communes apportent des financements, par exemple, et ensuite elles exigent de pouvoir placer leurs habitants de leur commune dans notre patrimoine. Ah, ça existe toujours, ça, hein, d'accord. Ensuite, les différents indicateurs qu'on peut avoir tout en bas des bilans, on va dire. Donc, il y a le taux de rendement locatif qu'on peut regarder, le TRI. La vanne aussi, c'est quelque chose qu'on regarde avec beaucoup d'attention. Et ensuite, la marge par logement à 50 ans, qui doit évidemment être positive. Mais pareil, c'est aussi là, les exemples sont pas forcément les, enfin, c'est pas des valeurs, c'est pas les valeurs cibles qu'on doit atteindre, parce qu'effectivement, on ne nous demandera pas la même performance si on a un projet 100% très social que si on a un projet qui comporte du logement intermédiaire, par exemple. Et ensuite, donc, je vais parler rapidement donc, des dernières tendances. Après, je vous montrerai l'exemple de bilan que j'ai sur une autre présentation. Donc en ce moment, donc, on est confronté à une baisse des fonds propres. Donc on nous demande de faire attention, enfin de les utiliser avec parcimonie. Les baisses de subventions, comme je l'ai dit. Augmentation de la TVA, on a aussi eu donc, les réductions de loyers qui ont été imposées par le gouvernement et que subissent les bailleurs sociaux, puisque les réductions de loyers ont été offerts aux locataires, et en contrepartie, les bailleurs sociaux ont été obligés de réduire les loyers du même montant. Donc, in fine, ce sont les bailleurs sociaux qui supportent cet effort. Évidemment, comme on peut le constater dans la presse, on est confronté aussi évidemment à l'augmentation des coûts de construction, que ce soit des projets classiques en béton, mais aussi des projets un peu plus innovants, par exemple en bois. Parce que nous, les communes sont de plus en plus attentives, et notamment les consultations, on est amené à proposer des projets qui sont toujours plus innovants, avec du coup des projets très performants d'un point de vue environnemental, énergétique. Donc nous, on a envie d'impulser des nouveaux types de logements, que ce soit en bois paille ou autre. Et ce sont les matériaux qu'on sélectionne pour ces projets, pour ce type de projet, augmentent assez fortement, surtout ces dernières années. Évidemment, on a aussi une augmentation des prix du foncier, d'autant plus que la concurrence est, comme je l'ai dit au début de cette présentation, on est face à des bailleurs sociaux, mais aussi des promoteurs. Et voilà, les promoteurs qui marchent aussi. Enfin, nous, on cherche du coup des logements. On est sur le marché du logement social, mais les promoteurs, eux, ils sont sur le marché du libre et du logement social. Donc, ils marchent aussi un petit peu sur nos plates-bandes.
Et enfin, comment on s'adapte chez Séquence. Donc, il y a eu un renforcement assez récent des équipes de maîtrise d'ouvrage, dont je fais partie d'ailleurs, puisque je suis arrivé il y a à peine 2 ans. Régime de la propriété systématisée. Alors ça, je n'ai pas plus de précision à apporter. En revanche, sur les opérations mixtes, donc ça, on cherche à faire de plus en plus d'opérations qui comportent des logements sociaux, mais aussi des logements intermédiaires, voire libres, ce qui permet de donner un petit peu d'air au bilan. Enfin, on a créé une direction d'aménagement et une direction du développement foncier, pour avoir une réflexion plus large sur toutes les capacités pour récupérer en interne tous les métiers de l'immobilier et de création de logements, pour qu'on puisse avoir des notions d'aménagement sur notre foncier ou ceux qu'on peut trouver, et une direction de développement diffus pour être être dans les mêmes cordes que les promoteurs. Et enfin, on fait de plus en plus de deals avec des promoteurs privés pour des partenariats en co-maîtrise d'ouvrage, ce qui nous permet d'être côte à côte et de partager, c'est ce qui était écrit en début de présentation, on n'est plus acheteur de VFA en bout de chaîne, mais on est partenaire dès le début du projet. Du coup, je vais arrêter la présentation. Ah non, je ne vais pas l'arrêter. Voilà, elle est juste ici. Donc voilà à quoi ressemble. Donc ça a l'air vraiment barbare, hein. C'est écrit tout petit, je suis désolé, mais l'essentiel, c'est qu'on peut voir donc ici à droite de l'écran un compte d'exploitation de logement social. Donc là, c'est un projet de 26 logements. Donc là, on a les années tout à gauche. Donc là, on est sur une livraison 2025. Et on voit que le bilan, il va jusqu'en 2075. Donc c'est un bilan à 50 ans. Et donc là, on a les différentes colonnes qui correspondent. La première colonne correspond au loyer. Ensuite, on a les annuités des emprunts, les frais de gestion, la remise locative, les provisions pour révision, la TFPB, les fonds propres rémunérés. Ça nous fait un total de charges. Et derrière, du coup, on a le solde annuel. Et là, on peut voir, par exemple, sur ce projet, que le solde annuel est complètement négatif pendant 26 ans. Ce qui induit un solde cumulé négatif pendant 46 ans. Donc voilà, c'est-à-dire que sur ce projet qui n'a malheureusement pas été validé en comité, l'entreprise engagée, donc investie dans un nouveau projet, et perdait de l'argent pendant 46 ans avant que le projet puisse produire des bénéfices. Et voilà, c'est toute la différence du coup par rapport à un promoteur privé, c'est que un bailleur social va pouvoir engager des fonds, produire du logement. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive à avoir des logements avec des loyers très bas, c'est parce qu'on peut porter des déficits sur plusieurs années et même plusieurs dizaines d'années. Et ensuite sur les autres tableaux, ça peut-être moins, je vais pas trop rentrer dans le détail non plus. Sinon, je vais assommer tout l'auditoire. Mais on a Donc, du coup. vous utilisez des taux d'actualisation très bas, j'imagine. Alors oui, les taux d'actualisation sont assez prudents, mais en tout cas, surtout que l'évolution des loyers, c'est pas nous qui la décidons. C'est un indice de révision qui est calculé par l'État. Donc on n'a pas de prise là-dessus. Donc oui, on est obligé de prévoir des indices d'actualisation de loyer qui sont plus bas que ceux de nos frais de gestion, par exemple. Donc oui, in fine, on se retrouve avec un bilan qui s'aggrave un petit peu d'année en année. Et après, en fait, la vraie bouffée d'air, c'est quand on termine de rembourser les premiers emprunts. Donc là, on voit qu'il y a des premiers emprunts qui s'arrêtent, qui sont au bout de 20 ans. Puis ensuite, à 25 ans, il y en a d'autres qui s'arrêtent. Et enfin, à 50 ans, on a terminé de rembourser. Voilà. Ensuite, avant de passer la main, quelques petites réflexions sur les différences avec les promoteurs privés. Déjà, quel est l'avantage que peut avoir la vente de terrain à des bailleurs sociaux? C'est que, contrairement aux promoteurs privés, on n'a pas de frais de rémunération ni d'honoraires qui peuvent atteindre chez les promoteurs privés autour de 15%. Donc ça, c'est quelque chose chez nous qui est pas en place. Donc il y a effectivement des frais de gestion qui s'appliquent une fois que les logements sont créés et qui correspondent aux frais nécessaires pour maintenir en état
les logements, mais il y a pas on n'a pas de marge en brut à la livraison d'une opération. Enfin, travailler en direct avec un bailleur social, c'est aussi s'assurer du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la qualité du logement, puisque comme on garde en patrimoine les immeubles, on a vocation à ce qu'ils soient, on a intérêt à ce qu'ils soient les plus qualitatifs possibles. Et c'est aussi comme on est aussi partenaire des collectivités, parce que les collectivités, on est obligé de s'entendre forcément sur plusieurs années, sur plusieurs mandatures. Donc on a tout intérêt à avoir un projet qui soit validé avec les collectivités, qu'on puisse bien s'entendre avec elles pour que le projet marche dans la durée. Et enfin, c'est aussi plus de souplesse et d'adaptabilité. Nous, en tant que bailleur social, on a la possibilité de monter des sociétés communes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fin d'ouvrage, on est ouvert aux commaîtrises d'ouvrage. Et donc, on a des équipes habilitées qui ensuite traitent toute la chaîne de création, du développement jusqu'à la livraison. Voilà, donc moi, j'ai terminé ensuite concernant ma partie. Des questions à ce stade déjà? Des interventions, des remarques? Ok, donc on continue. Kevin, je vous passe la parole. Tout le monde est sage. Tout le monde est sage, mais ça veut dire que tout le monde est intéressé. Kevin, je coupe Ouais. Alors, j'arrête le partage et je te passe la main. Je vais être rapide du coup pour pas non plus continuer d'assommer, parce qu'effectivement, vous voyez que c'est un monde un peu complexe. Juste vous dire que nous, on est une autre filiale en fait du groupe Action Logement qui avons été créés il y a de ça un petit peu plus d'1 an maintenant et qui est un véritable outil au service des bailleurs. Parce que vous voyez un peu les contraintes. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Je pense que oui. C'est bon, on le voit. Ouais. Oui. Alors, je vais revenir au début. Donc nous, en fait, on est un véritable outil un peu différenciant parce qu'on n'est pas bailleur, on ne va pas administrer les logements. On a un outil qui a été créé et voulu par les partenaires sociaux et par le groupe Action Logement pour venir en aide aux bailleurs, parce que vous voyez un peu la difficulté auxquelles ils sont confrontés pour produire, notamment dans les zones les plus tendues, où le prix de foncier est souvent un vrai frein à l'acquisition de foncier. Donc, on a été créé, en fait, nous, en juillet 2020, il y a de ça un petit peu plus d'1 an, donc on est un peu la dernière née de la galaxie Action Logement, pour répondre effectivement à une double urgence, plus de production de logements abordables au profit des salariés dans les zones les plus tendues, et avec cette ambition de reconquérir la ville, pour reconstruire un peu la ville sur la ville, en allant limiter l'artificialisation nette des terres, en transformant en fait des espaces vacants ou aujourd'hui mal occupés qui peuvent s'apprêter à accueillir en tout cas une production de logement. Donc en fait, nous, on est un véritable outil au service des bailleurs qui va leur permettre de développer en grande partie une partie de production abordable, notamment dans les zones les plus tendues. Et c'est comme ça que l'a voulu en fait Action Logement. Donc on est un véritable investisseur. On va venir se positionner sur des actifs pour acquérir en fait des actifs à vocation économique principalement. Donc vulgairement, on va faire de la transformation bureau en logement. Plus largement, on va être en capacité d'acquérir l'ensemble des actifs à vocation économique pour pouvoir les opérer et les transformer en logement dans une grande majorité de logements abordables et notamment social, pour permettre aux bailleurs de venir produire du logement abordable dans les zones les plus tendues. Donc on est dans un contexte, j'y reviendrai, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que vous êtes plus connaisseurs que nous sur ces sujets-là, mais avec une offre de bureaux qui était déjà avant le Covid excédentaire et qui tend à se renforcer avec l'impact du Covid et avec le besoin en termes de mètres carrés des entreprises qui commencent à baisser, parce que chacune des entreprises que vous représentez, je pense, s'interroge sur son besoin de mètres carrés, notamment en tertiaire, et qui vont venir à réinterpréter certains actifs. Et effectivement dû aux nouvelles formes de travail, et notamment de télétravail, on le voit aujourd'hui par le biais de cette visio. Avec aussi ce besoin notamment de renforcer la production de logements, et aussi en gardant cette ambition forte pour limiter l'empreinte carbone et limiter l'artificialisation nette des terres. Donc les principaux freins à la transformation, je le disais, souvent c'est une vieille chimère, un peu la transformation bureau en logement, ça a souvent été évoqué, rarement mis en œuvre, parce que les convergences étaient difficiles à trouver, notamment sur le prix de valorisation. On ne valorise pas un actif tertiaire comme on valorise un actif résidentiel, et ce sont demandes notamment parce que le rendement n'est pas le même, qui ont du mal à se parler. Ajouter à cela des coûts de transformation qui sont souvent élevés, plus l'acceptabilité plus ou moins intéressée des collectivités sur ce genre de sujet, parce qu'il n'est jamais simple pour une collectivité, eu égard aux tensions qu'on connaît sur les ressources publiques, de voir se substituer un parc de bureaux au profit
d'une production de logement avec un apport supplémentaire de population qui va appeler des biens et des services. Donc là où c'était vu comme une ressource, notamment la recette via la CVAE, la CFE que pouvaient avoir les entreprises, apporter du logement supplémentaire et donc des populations qui vont appeler des services est plutôt vu comme une dépense et c'est jamais simple de créer de l'acceptabilité auprès des collectivités, plus tout ce qu'on découvre au fur et à mesure de nos opérations. Face à ça, en fait, le groupe a souhaité effectivement créer cette foncière pour permettre d'apporter une réponse dimensionnée et opérationnelle et d'interpréter, notamment dans un contexte de construction de la ville qui mute et qui mute fortement, notamment après le Covid, de créer cette foncière avec cette capacité d'acquérir avec ou sans conditions suspensives et seulement au cas par cas, si on s'inscrit pleinement dans la stratégie des collectivités, de réaliser le portage primaire et notamment l'accompagnement de projet pour définir le projet ensemble. Et là où va être la plus-value de la foncière, c'est qu'en fait, sur la partie sociale, vous l'avez vu, hein, les bailleurs ont besoin de recourir à des montages un peu innovants du fait de leurs contraintes de l'établissement de leur bilan, parce qu'ils ont des recettes qui sont très contraintes par l'encadrement des loyers, qui ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Donc effectivement, le prix de l'offre foncière qui en découle est forcément contraint. Donc là, on va aller apporter cette plus-value, c'est qu'en fait, nous, avec le démembrement foncier, via le bail à construction, on ne va pas réimpacter la totalité de la charge foncière, et j'y reviendrai. Pour tout ce qui concerne, on est aussi en capacité de réaliser la part de production libre. On le revendra en pleine propriété aux acteurs classiques du logement comme les promoteurs. Donc l'objectif de cette foncière, c'est de dépenser sur les 3-4 années à venir l'équivalent d'1,5 milliard. Ce 1,5 milliard, c'est 50% en fonds propres, 50% en prêt long terme. Cet équivalent en 1,5 milliard, c'est plutôt l'équivalent charge foncière. C'est fait pour acquérir des fonciers, acquérir des actifs de bureaux, des actifs tertiaires, des anciens hôpitaux, des friches industrielles, des anciens garages, tout ce qui va en tout cas appeler à se transformer et qui peut trouver un intérêt à accueillir de la production de logements. Avec ce 1,5 milliard, on a pour objectif de produire 20 000 logements sur les 3-4 années à venir et partout en France. Donc l'ingénierie vraiment de la foncière, c'est comprendre les stratégies urbaines menées par les territoires, les interpréter, apporter l'ingénierie foncière nécessaire pour pouvoir développer une offre de logement, en tout cas une offre mixte qui s'intègre parfaitement dans son environnement, concevoir en lien avec les collectivités les projets et aussi innover, que ce soit financièrement et techniquement, pour créer les conditions favorables à la bonne poursuite de ces opérations et bien évidemment arriver à développer une offre de logement résiliente et qualitative, notamment dans les zones tendues. Donc le modèle, il est simple, cette capacité d'aller acquérir avec ou sans conditions suspensives, donc en tout cas d'aller valoriser des actifs qui sont soit obsolètes, soit aujourd'hui vacants, mais qui en tout cas vont, dans les 2 années à venir, chercher à se transformer sur le marché. Je dis 2 ans, mais ça peut être aussi des actifs à plus long terme. On peut réfléchir aussi en termes de portefeuille. On va réaliser, en fonction des négociations, soit le portage primaire si on achète sans condition, soit l'accompagnement de projet pour permettre, avec notre effet levier, de venir créer des projets. Et donc, effectivement, on va accompagner pour permettre de développer le projet. Et là où est la plus-value de la foncière, c'est ce que je disais, et vous l'avez compris avec le bilan que vous a présenté Maxence. Vous voyez, les bailleurs sont très contraints quand ils font leur bilan classiquement. Ils sont obligés de modéliser sur 50 ans pour voir leur flux de recettes et voir s'il est intéressant de se positionner sur des fonciers. Et derrière ça, va en découler une offre foncière qui est en général peu pertinente face à la concurrence et l'inflation foncière auxquelles ils ont affaire sur les fonciers. Avec l'intervention de la foncière, on ne va pas leur répercuter l'intégralité de notre investissement. C'est-à-dire que si je vous donne un exemple qui est très théorique, mais qui vous permet de comprendre un peu le fonctionnement, sur un immeuble de bureau qui vaudrait intrinsèquement 10 millions d'euros, donc un investisseur bureau en poursuite d'usage pourrait l'opérer et arriverait à la valeur de 10 millions d'euros. Si un bailleur fait son modèle classiquement, en mettant 10 ou 15% de fonds propres, avec sa production et son équilibre d'exploitation, il peut en général dégager 3 à 4 millions d'euros de charges foncières, donc il ne fait pas l'opération, il ne peut pas acheter l'actif. Avec l'intervention de la foncière, on va pouvoir aller acheter l'actif à 10 millions d'euros. En fonction de l'équilibre d'exploitation avec le bilan que Maxence vous a montré, on va voir la marge qui va se dégager et on va construire le montant et la durée du bail en fonction de cet équilibre d'exploitation et on va nous chercher seulement à couvrir 30 à 40% de notre investissement. C'est-à-dire qu'on ne va pas répercuter l'intégralité de notre investissement, donc ça va enlever un poids sur le bailleur pour lui permettre d'aller opérer du logement sur des actifs sur lesquels il n'aurait pas l'habitude de se positionner. Pour tout ce qui concerne la production d'accompagnement, notamment en logement libre, elle sera revendue dans un modèle classique promoteur en pleine propriété aux acteurs du logement.
Donc voilà, on est vraiment un effet levier, on a un modèle un peu performant et on vient en fait effectivement permettre d'intervenir sur des actifs, de valoriser certains actifs qui seraient vacants ou un peu obsolètes pour permettre de développer une offre de logement dans un respect de mixité sociale et d'usage, mais souvent à destination des salariés avec une offre de logement qui est le plus abordable. Pour vous montrer un peu la performance du modèle, c'est qu'en un petit peu plus d'1 an, on a été créé en juillet 2020, donc là on a vécu notre première année d'exercice comptable complète. On a dépensé quasiment l'équivalent de 449 millions d'euros avec des actifs acquis ou sur le point de l'être, ce qui représente quasiment 200 000 m² de surface bureau impactée et qui vont amener à créer quasiment 4 900 logements. Et effectivement, ça arrive au fur et à mesure. Et à chaque fois que c'est possible, on va transformer les actifs sur lesquels on intervient. Si le bâti ne s'y prête pas, on sera quand même en capacité de déconstruire et de reconstruire une production neuve. Donc en fait, voilà, on est vraiment un outil levier à destination des bailleurs pour permettre de venir faire une production supplémentaire de logements abordables, social en partie et aussi intermédiaire dans les zones les plus tendues, là où effectivement ils n'ont pas l'habitude ou là où c'est le plus contraignant pour eux d'intervenir. Donc on a vraiment cette plus-value-là. Nous, on est la seule filiale d'Action Logement, on a un vrai outil de place, donc on n'a pas obligation de travailler seulement avec les filiales du groupe, on n'est pas fait pour alimenter les filiales du groupe. Et on vient travailler avec l'ensemble des bailleurs. Alors on travaille beaucoup avec Séquence parce que par commodité et par commodité de filiale cousine, on a cette culture un peu commune et on l'apprécie fortement. Et on intervient partout en France. Vous le voyez rapidement sur l'une de nos opérations qu'on a menées avec Séquence, par exemple, qui est l'ancien immeuble Trapil, situé dans le 15e arrondissement de Paris, qui est notre premier drapeau parisien. C'est un bâtiment de bureau qu'on a acheté à valeur bureau, en poursuite d'usage, et qui va être opéré par Séquence en 100% social, où ils vont faire 38 logements familiaux et sociaux et un peu d'intermédiaires dans ce bâtiment-là, qui était effectivement un bâtiment qui avait été construit sur un permis logement et qui avait toujours été opéré en tertiaire, en plein cœur du 15e arrondissement. Si nous n'étions pas intervenus, Séquence n'aurait pas pu faire l'opération tout seul et développer une offre de logement. Donc c'est vraiment un drapeau qu'on a voulu planter en plein cœur de Paris pour montrer la performance et montrer la puissance du modèle. Et puis on mène tout un tas d'opérations partout en France, à Jouy-en-Josas, à Bordeaux. On a aussi été lauréat avec Séquence également d'un Réinventer Paris 3 sur le 62 rue de la République, qu'on a gagné au mois de juillet dernier et dont on va bientôt communiquer sur un projet qu'on vous présentera peut-être dans un prochain forum. Et effectivement, voilà, on va venir intervenir à chaque fois que c'est possible dans les zones les plus tendues. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, été un peu efficient sur le sujet pour pouvoir laisser place au débat. Alors, en tout cas, voilà, on essaye vraiment, vous l'avez vu, hein, les bailleurs redoublent d'ingéniosité, que ce soit dans les montages, dans la construction des bilans pour pouvoir développer des offres de logement abordables. Et nous, on vient vraiment en effet le levier pour, créer cette espèce de passerelle sur la valorisation des actifs tertiaires, donc permettre de créer des passerelles entre deux mondes qui n'ont pas pour habitude de se parler. On voit beaucoup d'innovation et c'est très intéressant de l'avoir. Il y a un peu d'écho là, je ne sais pas pourquoi. C'est très intéressant de voir comment vous arrivez à pallier à la pression foncière à travers différents outils qui vous permettent quand même, enfin moi je suis impressionnée par le dernier chiffre que vous nous avez montré de 170 000 m² transformés, c'est ça, hein? C'est ça, oui. De transformation, ça fait quand même des montants énormes par rapport à des opérations qui sont quand même pas si faciles que ça, de transformation bureau en logement. J'évoquais en tout début, alors je suis passé assez vite pour pas non plus vous abreuver de chiffres et pas être un peu voilà, un peu important, mais je pense que vous avez souvent aussi accès aux enquêtes de l'IEIF, donc l'Institut d'épargne immobilière et foncière, qui avait fait une petite analyse après Covid en fait du potentiel que pouvait représenter la transformation de bureaux en logement. Ils considèrent qu'avec un abondement à peu près dans un scénario un peu médian sur un parterre d'entreprises qu'ils ont sollicité, la transformation de bureaux pouvait rapporter entre 4 à 8 000 logements seulement en Île-de-France par an, avec un abondement en fait sur le marché qui va arriver, avec un des effets de la crise qui était de 300 000 m² à peu près de bureaux qui vont être appelés à se transformer
de par leur part d'obsolescence, parce qu'on sait que le produit bureau est quelque chose de très obsolescent, qui répond, voilà, qui peut nécessiter à se transformer. Et donc effectivement, voilà, avec Séquence, on le fait notamment, on a pris ce réflexe-là, de venir intervenir, parce que effectivement la pression foncière fait que c'est un frein, mais aussi parce que les fonciers libres sont de plus en plus rares. On sait qu'aujourd'hui, on est dans un temps où on doit être très économe de l'artificialisation des terres, donc on va essayer de reconquérir ces espaces qui sont déjà construits et qui peuvent appeler à être transformés, notamment dans les zones où ils sont effectivement très tendus. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle là, virtuelle là? Ah, je vois une question, je vois une main levée. Allez-y, hein, intervenez. Arnaud, bien sûr. Allez-y. Bonjour, je suis Arnaud Lunel, je suis directeur immobilier de la PHP. Je suis pas sûr d'avoir compris, à vrai dire. Je vous le dis très simplement. Comment vous faites cette transformation? Parce que, donc je vois bien, on passe par un bail à construction, ok, mais enfin, si la durée du bail à construction est suffisamment longue, à la fin, vous devriez revendre votre charge foncière, ça s'appelle charge foncière, mais voilà, au même prix que votre prix d'acquisition, quasiment. Si c'est plus court, normalement, ça doit avoir un impact sur le modèle en exploitation du bailleur, puisque vous récupérez l'actif avant le terme auquel lui-même il l'aurait, enfin, je sais pas, le terme qu'il a utilisé dans son modèle de valorisation. Et donc, j'avoue que je ne comprends pas où En fait, se fait l'économie et la transformation. Donc, alors, en fait, si vous voulez, c'est là en fait où est la plus-value, c'est-à-dire que nous, en fait, on part sur des baux à construction qui sont de très longue durée, donc minimum 40 ans. Nos baux moyens tournent aux alentours de 50 ans. Et effectivement, en fait, la création de valeur pour la foncière, puisqu'il est interdit de brader des actifs sociaux, sinon ça serait un acte normal de gestion, se fait à la fin du bail, en fait, au moment du remembrement. C'est-à-dire que l'actif nous revient, on détermine une valeur, en fait, comme le ferait un investisseur classique, c'est-à-dire qu'on va tirer des DCF et avec de la à un moment donné, au bout des 50 ans, la valeur d'un actif, et c'est ça qui va nous créer de la valeur à la fin. Et pendant ces 50 ans, en fait, on va permettre au bailleur de vraiment administrer des logements, parce qu'on ne va pas lui répercuter l'intégralité de notre investissement, c'est ce que je le disais, c'est ça qui lui crée sa plus-value. Et en fait, on va construire le bail en fonction du modèle du bailleur, c'est-à-dire qu'on va, en fonction de son équilibre d'exploitation, en fonction de sa production de logement, en fonction de sa recette, on va venir construire et vraiment se faire de la couture sur le bail pour coller. Soit il peut nous faire une redevance qui est capitalisée, donc en une fois au début du bail, soit annualisée en fonction de son flux de trésorerie. Et on va vraiment construire la durée du bail, voilà. Et c'est ça qui va lui permettre. Nous, on n'est pas maître d'ouvrage des opérations, c'est le bailleur et aussi le promoteur qui vont faire la maîtrise d'ouvrage, donc in fine la transformation. En revanche, nous, on fait toute l'ingénierie foncière et financière qui leur permet d'intervenir sur les projets. C'est eux qui sont maîtres d'ouvrage. Via le bail à construction, si vous voulez, ça leur confère un droit réel immobilier. Donc, ils ont les mêmes obligations qu'un propriétaire classique. La seule différence, c'est qu'à la fin du bail, il y a remembrement au profit de la foncière. Et en fait, ce remembrement, soit on repart sur un bail long terme, donc à l'issue des 50 ans, il y a des clauses de revoyure qui sont faites avant la fin du bail. Soit on re-signera un bail long terme, dans 50 ans, on re-signera un bail de 50 ans, parce qu'il y a encore intérêt à avoir une production de logement social dans la zone en question. Soit, effectivement, le bailleur nous dit, il n'y a plus d'intérêt, nous dira, on verra dans les 47 prochaines années, si on est toujours là, je vous dirai. Et effectivement, on verra à ce moment-là si, effectivement, voilà, en tout cas, ça nous laissera la possibilité au groupe, en tout cas aux partenaires sociaux, de réarbitrer ces actifs-là, soit de re-signer des baux long terme, soit de l'arbitrer comme un investisseur le ferait classiquement. C'est un peu le même modèle que vous faites en parlant de la PHP, que vous avez essayé de mettre en œuvre dans le Réinventer Paris 3 avec l'actif que vous avez mis à disposition. Justement, enfin, c'est là où je comprends pas comment, enfin, là où vous aidez le bailleur, j'aimerais bien comprendre parce que typiquement, notre modèle sur le ciel aboutit à des valorisations qui n'intègrent pas de décote quasiment. Alors on est sur plus longtemps que vous, hein, on est encore plus long, mais Oui. on n'aide pas les promoteurs à équilibrer leur Alors, on n'aide pas les opération promoteurs. en leur proposant l'actif sous forme de bail à construction. Hein. Alors, en fait, nous, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on ne rémunère pas nos fonds propres. Donc, c'est déjà un effet de levier. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va être en capacité d'immobiliser de l'argent sur la très, très longue durée sans rémunération. C'est écrit dans notre raison d'être, donc on ne rémunère pas nos fonds propres. Et à la fin, je vous dis, effectivement, l'actif est valorisé classiquement. Donc, dans les comptes, l'actif est juste valorisé classiquement. Il aura une valeur à en sortir.
Donc, cette valeur, elle est déterminée dans 60 ans avec du taux d'indexation et sur la base d'un actif qui sera valorisé. En fait, si vous voulez, on va juste pendant les 40 ans, le bailleur va administrer les logements, il ne sera pas propriétaire du foncier, donc il n'aura pas ce droit réel sur le foncier, il aura un droit réel immobilier via le bail à construction. Mais l'idée, ce n'est pas de leur mettre de brader un actif, in fine, à la fin. Si à la fin du bail, ils devaient payer l'actif, ils le paieraient au prix de valorisation si on devait leur revendre à un prix de valorisation classique. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, il n'y a pas de, on ne dévalue pas ça sera un acte anormal de gestion, on ne brade pas les actifs sociaux de la société. On a les mêmes contraintes que vous. C'est juste qu'on est en capacité d'immobiliser de l'argent sur la très très longue durée parce qu'on ne rentabilise pas nos fonds propres. Oui, ça fait la différence. Autre question? Mais si vous voulez, Arnaud, on pourra s'en parler un petit peu plus au calme pour que. Ah, je pense qu'il faut voir le truc avec des chiffres, effectivement, pour On pourra vous montrer. Des réactions, des questions? Alors c'est vrai que c'est un monde qui nous échappe un peu, hein, mais avec lequel on se côtoie de temps en temps à travers les opérations de vente de foncier qu'on réalise, hein. Et souvent, ces opérations de vente de foncier, on les fait à travers, enfin un peu moins maintenant, mais beaucoup quand même, à travers un promoteur qui, lui, fait son affaire de revendre en VFA, de VFA à un bailleur social. Et aujourd'hui, vous le preniez en compte dans les valorisations, c'est-à-dire qu'avant, vous regardiez un bilan promotion classique, souvent, alors soit en 100% logement pour avoir une valorisation maximum, soit maintenant, ce qui se fait classiquement quand vous arbitrez des actifs et que vous les mettez à la vente, vous faites un bilan 70-30 avec un bilan de promotion classique. Nous, quelque part, on va venir, alors, pas gommer un petit peu ce décalage entre le logement social, mais presque, c'est-à-dire qu'on va venir, voilà. Après, nous, on est en capacité de vraiment de prendre des positions rapides. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup. On travaille, Anne-Christine, je sais que vous travaillez chez Renault, donc on peut travailler actuellement chez Renault. On a regardé des portefeuilles, notamment, je sais qu'il y avait Orange autour de la table, on a regardé des sujets avec Orange. Voilà, donc, parce que nous, on a cette capacité à mobiliser des fonds tout de suite, donc à prendre des positions rapidement, sans condition de financement et souvent sans condition d'obtention, si on nous laisse un temps, le temps d'articuler la stratégie avec la collectivité pour voir à peu près dans quelle... Voilà, et on fait les valorisations ensemble. Voilà, on vous dit jusqu'à quel montant on peut aller de valorisation. On ne va pas brader un actif. On n'est pas là pour faire l'inflation foncière. On n'est pas là pour brader non plus un actif. On est là pour vraiment avoir une discussion de négociation classique, mais qui voilà, est dans un rapport de force un peu plus équilibré pour aider les bailleurs à se positionner sur des actifs sur lesquels ils n'auraient pas l'habitude d'aller, parce qu'effectivement, entre un promoteur et un bailleur, la force de frappe n'est pas la même, parce que le bailleur est contraint par l'encadrement de ses recettes, par ses retours de loyer, ce que n'est pas forcément le promoteur, parce qu'il va accepter de prendre un petit risque sur ses prix de sortie, sur sa commercialisation, pour pouvoir donner et bonifier un petit peu son chiffre d'affaires, et donc maximiser son offre foncière. Voilà. Nous, on arrive voilà, avec cette agilité, cette capacité à prendre des positions rapidement, et qui nous a permis, en un tout petit peu plus d'un an, d'avoir ces résultats-là, et qui aujourd'hui permet de créer de l'acceptabilité au travers des différents directeurs qui sont autour de cette table et qui, j'espère, vont continuer à nous faire confiance. Justement, Kevin, tu en parles, tu parlais des frais de commercialisation. Justement, c'est une différence majeure par rapport aussi aux frais au bilan promoteur, c'est qu'en tant que bailleur, comme nous, on garde en patrimoine les logements, on n'a pas de frais de commercialisation. Oui, bien sûr. C'est une tranche d'honoraires en moins dans les bilans de logements sociaux. C'est clair. Autre question? Non, j'ai l'impression que voilà, on a été si clair que ça. On a fait le tour des questions, c'était très très intéressant. Voilà. Juste, Gilles, alors une question là tout de même, c'est pour revenir aux origines de la création de la foncière de transformation immobilière. Là, donc j'ai compris en partie l'effet de levier, les explications étaient très claires, mais bon, il y a encore un petit quelque chose qui m'échappe, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, qui est-ce qui a été à l'initiative là comment est née finalement cette foncière? Alors, cette foncière est née de la volonté des partenaires sociaux, alors bien avant le Covid, en 2018-2019, quand ils ont signé la convention quinquennale. Vous savez qu'Action Logement, donc pour vous imaginer ça très vite, on est passé rapidement sur le sujet, mais Action Logement, c'est dirigé par les partenaires sociaux, représentants de salariés, représentants du patronat.
2 filiales en découlent, Action Logement Service, qui est un peu qui regroupe en fait les anciens comités interprofessionnels du logement, donc les collecteurs en fait du 1% logement, et Action Logement Immobilier, qui est la holding de tête de l'ensemble des filiales immobilières du groupe. Et en fait, si vous voulez, Action Logement Group contractualise avec l'État en fait ce qu'on appelle des plans d'investissement. Donc sur 5 ans, alors ils ont une convention quinquennale cadre qu'ils sont en train de rediscuter actuellement. Et ils complètent souvent par des plans d'investissement. Et dans ces plans d'investissement volontaires, ils flèchent en fait certains montants à destination de dispositifs. Et c'est dans ce cadre-là qu'avaient été fléchés les 1,2 milliard que je vous ai évoqués, qui constituent l'assiette de financement de la foncière, à destination de la transformation de bureaux en logements. Et c'est de cette volonté-là qu'est née effectivement la foncière, avec un dispositif voulu par les partenaires sociaux pour vraiment aller axer cette niche quelque part qui aujourd'hui, de par le contexte, est renforcée, mais qui effectivement était à l'époque quelque chose qui était vraiment une niche et qui aujourd'hui force aussi, voilà, qui explose parce qu'on sait qu'aujourd'hui avec la ZAN, effectivement cette reconquête des espaces urbains, parce qu'on sait que forcément la densité n'est pas forcément aujourd'hui dans le développement du logement une contrainte, on sait que c'est plutôt l'artificialisation, l'extension horizontale des villes qui est un frein au développement de logement. Donc voilà, ils ont eu cette volonté-là en 2019 de créer cette foncière-là pour accès spécifiquement, et effectivement, disons que le contexte leur a donné raison, parce qu'aujourd'hui, si les résultats sont là, c'est qu'ils ont eu à un moment cette idée qu'ils ont contractualisée avec l'État. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Gilles. Oui, tout à fait, très bien, c'est très clair. Merci beaucoup. Une dernière question? Moi, je me permets d'en poser encore une et pas forcément la Vas-y. dernière. Voilà. Et puis pour saluer Maxence, qui est un brillant stagiaire de l'ADI en son temps. Donc, et du coup, pour Maxence, là, donc il y a une concurrence séquence avec des promoteurs privés. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs du logement social qui peuvent être en concurrence, ou vous avez des territoires finalement qui sont différents les uns des autres? Alors, concernant les filiales d'Action Logement, théoriquement, on est censé pas se marcher sur les pieds. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a donc en dessous, dans les Action Logement, c'est plusieurs filiales régionales et chacun est censé rester dans sa région. Et ensuite, en pratique, dans la région Île-de-France, il y a plusieurs filiales majeures, par exemple INI, qui s'occupe de logement intermédiaire, et ça peut arriver qu'on soit sur les mêmes produits, parce que nous, on n'a pas l'interdiction de faire du logement intermédiaire, donc on peut en faire. Parfois, ça peut arriver entre filiales du groupe Action Logement, qu'on se marche un petit peu sur les pieds. Et sinon, après, globalement, on est oui, en concurrence avec tous les autres bailleurs, qu'ils soient publics ou privés. Ok, merci. Souvent dans les territoires, vous allez être confronté à du fléchage de bailleurs parce que la collectivité a souvent son bailleur municipal, son bailleur départemental qui peut être voilà. Donc il y a de la concurrence entre les bailleurs. Et pas tous les. Des fois, il y a des fléchages de consultation qui peuvent arriver un petit peu en amont des projets, ou même un petit peu tard aussi. Ça peut arriver qu'on effectue une bonne part du développement d'un projet, et que les maires se ravisent et se disent: ah oui, mais je devais 500 logements à mon OPH. Du coup, séquence, vous n'aurez pas tout. Donc oui, ça peut arriver qu'il y ait des. Voilà, ils sont pas un OPH, par exemple, ne sera pas qu'un concurrent direct dans une consultation, par exemple. Mais oui, il pourrait arriver sur le tard sur un projet. Alors, justement, avec cette consolidation du monde HLM qu'on a connu toutes ces dernières années, est-ce que ce genre de pratique, je dirais, perdure, ou on devient quand même, ça devient un peu plus facile de travailler, un peu plus professionnel comme approche? Parce qu'on avait toujours la petite société HLM du maire du coin. Enfin bon, moi j'ai cru comprendre que tout ça était quand même amené à se compacter, à se professionnaliser depuis ces rebonds qu'il y a eu toutes ces dernières années. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, Maxence, mais nous, je sais qu'on intervient partout en France, donc on voit un peu les pratiques sur l'ensemble des territoires. Il y a toujours ce fléchage qui est fait par certains élus, comme le disait Maxence, où voilà, effectivement,
on flèche un peu l'OPH, voilà. Alors après, effectivement, avec le regroupement de l'ensemble des bailleurs, les bailleurs se professionnalisent. Aussi, l'évolution du modèle du logement social, tel que l'a pu le noter Maxence, avec cette volonté d'aller plus sur de la maîtrise d'ouvrage directe et d'arrêter d'acheter souvent systématiquement en VFA, parce que c'est une piste d'économisation pour les bailleurs, fait qu'effectivement les équipes se professionnalisent. Mais bon, voilà, on sait qu'il y a des territoires où vous se réfléchissez forcément avec un OPH local. C'est comme ça. Mais oui, comme la loi Elan impose un seuil minimum de 12 000 logements, il y a énormément de petites structures locales qui n'ont pas du tout ce quota de logements et qui sont obligés du coup de se regrouper. Donc à terme, oui, les petites structures seront forcément amenées à se marier, On devrait disparaître, ouais. soit une autre structure locale voisine qui possède par exemple les mêmes affinités politiques, soit une autre structure plus grosse dans laquelle elle sera complètement absorbée. Et peut-être juste pour être complet sur ce que disait Maxence, Action Logement, donc c'est un groupe qui est mine de rien, en fait, qui est issu du ancien 1% de logement, mais qui est assez jeune dans sa structuration, parce que c'est un groupe qui a été créé sous cette forme en 2017, effectivement, avec le regroupement que vous évoquiez. Et donc qui s'est structuré sous cette forme que je vous évoquais au début, Action Logement Groupe, Action Logement Immobilier, Action Logement Service. Et par exemple, donc, du coup, Action Logement Immobilier, qui est la holding de tête de tous les bailleurs, par exemple, de Action Logement, on fait ce qu'on appelle des comités fonciers. Donc quand il y a une opération qui arrive, elle est un peu arbitrée en interne pour éviter qu'effectivement on se retrouve en concurrence frontale ou en tout cas brutale entre deux bailleurs du groupe, parce que ça aurait juste un effet néfaste sur l'image globale du groupe. D'accord. Ok. Autre question? Eh ben, je crois qu'on a fait on a fini, pas de volontaires pour d'autres questions, mais il y aura peut-être, je pense, des échanges un peu plus privés. En tout cas, j'ai compris que Arnaud Lionel allait vous appeler assez vite. Et merci beaucoup parce que nous a permis d'approcher un monde qu'on ne connaisse pas forcément. Je crois que votre présentation a été très appréciée. En tout cas, je vois Jean-Noël qui applaudit et qui met son pouce vers le haut. Donc voilà, je pense qu'il porte l'appréciation de nous tous par rapport à votre présentation. Je vous souhaite une excellente soirée et donc je dis aux membres du forum à bientôt pour une revue juridique avec LPA, la traditionnelle maintenant, puisque c'est depuis le Covid qu'on a instauré ça, la traditionnelle revue avec LPA. Bonne soirée à tous et merci beaucoup à nos intervenants. Merci beaucoup Anne-Christine. Merci beaucoup Anne-Christine et merci à l'équipe de l'ADI pour l'organisation. Oui. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, c'était vraiment très sympa. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci, bonne soirée à tous.